Merci d'être parmi nous. Je vais me présenter rapidement. Antoine Lecorne, je suis directeur technique au sein de l'ECPAC Consulting et je suis accompagné de Florent Moriconi qui est notre directeur data et IA. Bonjour à tous, Florent Moriconi de mon côté, sur les sujets data et intelligence artificielle au sein de l'ECPAC Consulting et notamment les entrepreneurs de santé. Le sujet du jour aujourd'hui, c'est comment nous avons accompagné un de nos clients sur le déploiement d'un EDS dans le cloud public Outscale, dans la région Secnum Cloud. Donc très rapidement, je vais vous présenter nos activités. Chez l'ECPAC, nous avons 4 verticales. La verticale conseil et AMOA. Donc nous accompagnons aujourd'hui nos clients sur de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, notamment de la gestion de projet. Nous avons accompagné par exemple un client sur la constitution d'un appel d'offres et dans le domaine de la santé et sur son suivi de projet. On a un deuxième pôle d'activité qui est le pôle hébergement et infogérance. On est certifié ISO 27001 et HDS depuis 4 ans. Nous avons une expertise assez avancée sur la technologie Kubernetes, donc OKS chez Outscale. Le troisième pôle d'activité qui est la branche cybersécurité où on accompagne nos clients sur des sujets réglementaires, notamment de la certification ISO 27001 et HDS, également aussi sur la conformité CNIL, notamment sur les sujets d'entrepôt de données de santé par exemple. Et enfin le dernier pôle d'activité qui est la data et l'IA où on accompagne nos clients sur la valorisation de leurs données, également sur l'hébergement de modèles d'IA au sein d'un cloud. Voilà, et on fait également tout ce qui est accompagnement pour par exemple des pipelines d'intégration de données. Voilà. Je laisse la suite pour Florent. Parfait, merci Antoine. Effectivement, quand on parle d'entrepreneurs de santé, déjà ce qu'on a voulu mettre en avant ici, c'est les enjeux auxquels on a été confrontés. Le premier enjeu qui a été émis par notre client, c'est une volumétrie de données massive. Donc par massive, on entend plus de 1 pétabyte de données, entre 1 péta et 1,5 pétabyte de données, ce qui correspond en fait à des données à la fois 1D, 2D, 3D, donc à la fois des données tabulaires, des données d'imagerie ou des données par exemple de scanners multicouches, donc de la donnée 3D. Le deuxième point, c'est que le client voulait, au-delà du stockage, un environnement de travail, donc une bulle de traitement sécurisée qui va permettre de faire tourner ses logiciels, et notamment pour ses chercheurs, pour pouvoir utiliser les logiciels dont ils ont besoin, y compris avec l'utilisation de GPU. Enfin, comme voilà, régulièrement demandé, une plateforme qui est à la fois élastique, donc optimisée en termes de coûts, et résiliente. En termes de conformité, quand on parle d'entrepôt de données de santé, c'est-à-dire qu'on fait une utilisation secondaire de la donnée. C'est-à-dire qu'on est à ce moment-là soumis au référentiel de la CNIL, le référentiel EDS, qui est un référentiel assez strict, qui impose un certain nombre de mesures. Et donc le client, dans ce cadre-là, a nécessité que son infrastructure soit conforme à ce référentiel. Bien entendu, la conformité HDS est obligatoire, étant entendu qu'il y a des données de santé à l'intérieur, mais également la conformité système FIS SNDS. Alors, système FIS SNDS, à partir du moment où vous avez des données issues du système SNDS, vous êtes en fait soumis à cette obligation-là, qui se rapproche quand même en grande partie du référentiel EDS, en termes de contraintes techniques. Et enfin, en termes de conformité, le client a souhaité avoir une infrastructure certifiée Secnum Cloud 3.2. Donc c'est pour ça que la région d'Outscale Secnum Cloud 3.2 fait sens. Et enfin, dernier point, en termes de gestion de projet, disons, il y a la question d'être capable d'anticiper les coûts, donc être en capacité d'anticiper le coût de construction, mais aussi le coût d'opération de la plateforme. Et également des questions de délai, donc les délais entre guillemets les plus courts pour permettre à l'infrastructure d'être mise en place. Donc peut-être ce qu'on peut regarder, c'est un entrepôt de données de santé. Ça parle peut-être pas à chacun d'entre vous ici. Et donc si on regarde de façon très macro à quoi correspond un entrepôt de données de santé, ça va être en fait, donc c'est l'acronyme EDS ici, on a une partie stockage et une partie bulle de traitement. Cette partie entrepôt va en fait recevoir de la donnée issue de différentes sources de données. Ça peut être des partenaires académiques, ça peut être des hôpitaux, ça peut être des cliniques, ça peut être des éditeurs de logiciels. Il n'y a pas de limite stricto sensu aux différentes sources de données. Ce qui va être important, c'est qu'en fait, ça va vous permettre de centraliser votre donnée dans un environnement maîtrisé. En général, un entrepreneur de santé va vous permettre et va permettre à des chercheurs d'effectuer de la recherche scientifique. Et ces chercheurs-là, ils vont en fait obtenir des résultats de leur recherche qui vont ensuite être exportés de l'entrepreneur de santé
pour favoriser des publications scientifiques. Donc d'un point de vue très macro, voilà, un EDS, un des cas d'usage de l'EDS, sert à faire de la recherche avec des résultats et derrière des publications. Donc si on regarde à quoi peut ressembler un EDS et quelle est la solution technique que nous on a proposée à notre client. Déjà, on a fait le choix, avant de s'appuyer un peu plus sur le schéma, d'aller sur du public cloud. Pourquoi? Parce qu'en fait, le public cloud va vous permettre en fait, d'avoir une élasticité qui va être intéressante, notamment sur des actifs qui sont coûteux. Par exemple, les GPU. Les GPU, si vous avez besoin d'un GPU 1 heure par semaine, c'est peut-être dommage en fait, d'acheter un GPU. Donc c'est ce que va vous permettre le public cloud, de louer en fait, à la demande vos ressources. On va aussi partir sur une plateforme Kubernetes. Pourquoi? Pour avoir de l'agnosticité, pour être sur une plateforme qui est standard. Si demain le client souhaite migrer son entrepôt de santé sur du on-premise, typiquement, il faut voilà, on n'est pas dans une optique de créer avec notre partenaire Outscale du vendor locking, on est sur une optique de dire vous avez une infrastructure que vous possédez et que vous pouvez migrer si vous le souhaitez. Donc ça, c'est pour ça qu'on a fait le choix du public cloud, principalement pour cette question d'élasticité. Après, le deuxième point qui va être important, c'est la question des environnements. L'environnement de travail, donc les bulles de travail. Chaque chercheur va avoir, disons, ses propres spécificités, ses propres outils, ses propres méthodes. Et donc, nous, notre approche, c'est d'avoir la capacité de dire chaque chercheur va pouvoir personnaliser son environnement avec ses propres logiciels. Vous avez un chercheur peut-être qui va utiliser du PyCharm, un autre qui va utiliser du RStudio, un autre qui va utiliser encore un autre langage de programmation. En fait, tous ces outils sont possibles parce que ce que nous mettons en place en fait, au sein des bulles de traitement sécurisées, c'est un environnement complet Linux dans lequel vous pouvez travailler. Autre point intéressant, cet environnement complet Linux est au sein d'un cluster Kubernetes. Donc ce n'est pas de la VM au sens IaaS chez Outscale, c'est des containers au sein d'un cluster Kubernetes. Ça c'est très important parce que vous allez pouvoir mutualiser votre puissance de calcul entre vos différentes bulles de travail. Bien sûr, pour la conformité CNIL, on a des espaces projets qui sont complètement isolés en termes de réseau, en termes de séparation nœuds et autres. Et enfin, le dernier point avant de s'intéresser un peu plus au schéma, c'est qu'en fait, dans la conception de l'EDS, on a déjà réfléchi aux approches Open Science. Donc Open Science, c'est pour favoriser notamment la reproductibilité des résultats et pour s'assurer que ce que vous faites, les actions que vous faites dans votre EDS sont reproductibles par d'autres chercheurs dans le cadre de publication. Et par exemple, ça passe par des outils comme GitLab, qui est déployé en fait au sein de la plateforme et qui vous permet de stocker du code et donc de favoriser la reproductibilité de vos résultats. Et pareil, quand vous exportez vos données, nous, ce qu'on met en avant, c'est que vous exportez à la fois le résultat de vos recherches, mais vous exportez également la méthodologie qui ont mené à ces résultats-là, qui est, on va dire, au moins aussi importante que les résultats que vous avez obtenus. Et donc, si on regarde de façon très macro à quoi ressemble en fait un déploiement EDS chez Outscale, tout au moins celui qu'on a conçu, c'est une plateforme Kubernetes, donc basée sur l'offre OKS de Outscale, un service de stockage objet donc basé sur l'offre OOS d'Outscale avec du S3. Pourquoi du S3? C'est un service de stockage qui va vous permettre d'avoir un ratio stockage-coût qui va être excellent et donc qui va vous permettre d'avoir des coûts très faibles d'opération. Et en fait, à l'intérieur de votre cluster Kubernetes, vous avez des espaces isolés avec vos outils de travail, que ce soit du GitLab, que ce soit du VS Code, que ce soit du Jupyter, du RStudio, etc. Des systèmes de stockage qui soient locaux, donc c'est-à-dire du Postgre, du MongoDB, qui soient directement au sein de votre cluster, ou alors du Trino, qui est en fait un moteur SQL distribué, c'est-à-dire que le Trino va aller chercher des données qui sont directement sur votre stockage S3. Et ensuite, le petit cadenas, c'est les outils de sécurité qui sont nécessaires dans le cadre d'un EDS. Vous ne pouvez pas en fait aller écrire vos données de santé directement sur le stockage S3 d'Outscale. Il faut assurer un chiffrement et c'est là qu'on intervient pour vous accompagner sur ces sujets-là. Donc en pratique, à quoi ça ressemble une bulle de traitement sécurisée? Ça ressemble à ça. C'est en fait un bureau à distance que vous accédez depuis votre navigateur qui est conforme EDS et SNDS et avec vos propres logiciels que vous avez à l'intérieur. Donc là, c'est un exemple. On a ouvert un VS Code, on a ouvert le GitLab, on a ouvert le cluster Trino, mais c'est pour vous montrer à quoi peut ressembler en fait une bulle de travail quand vous êtes un chercheur. Donc pour rappel, un des enjeux de notre client, c'était donc la maîtrise des coûts. Donc pour cela, nous avons construit un simulateur FinOps. Donc la fausse idée qu'il faut se retirer, c'est que le cloud est un déterministe, alors que finalement, avec un simulateur, on a la capacité à pouvoir se projeter sur les coûts. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini avec le client la capacité en termes de stockage, la capacité en termes de compute estimée. On a optimisé donc les coûts, par exemple, en prenant des saving plans chez Outscale, donc avec des engagements sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Et on s'est également projeté sur des ressources, on va dire, dynamiques. Donc on se dit, par exemple,
pour certains calculs qui nécessitent, on va dire, 20 heures ou 200 heures de calcul, eh ben, on va se projeter sur le fait d'allouer ces ressources pour ces 200 heures-là. Donc, ce qui nous a permis finalement de proposer à notre client, on va dire, des coûts qui soient finalement plus proches de la réalité. Donc voilà. Peut-être vas-y si tu as des choses à ajouter. Non, tout à fait. Donc, ce que tu mentionnais, là, un des points importants, c'est le côté déterministe des coûts. Le côté saving plan, et en fait, ce simulateur FinOps, donc vous rentrez en fait vos hypothèses en disant combien j'ai de bulles, combien j'ai de traitements, combien j'ai de données. Et en fait, ça vous ressort des calculs en vous disant, ben voilà les coûts estimés sur le cloud scale. Voilà aussi à quel point vous pouvez optimiser vos coûts avec donc les saving plans, avec des notions de capacité réservée par rapport à la capacité totale, etc. Et donc ça vous permet en fait d'avoir une vision très fine avant même le début de votre projet de combien ça va vous coûter par mois, par an, etc. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a des mesures d'optimisation qui sont mises en place. Par exemple, un GPU, ça serait dommage d'assigner un GPU à une seule bulle. On en parlait ce matin en plénière en disant que même Woodscale avait, à son échelle avait en disant bon, on a des GPU mais l'utilisation doit être maximale pour rentabiliser votre actif. Donc là, c'est ce qu'on va pouvoir faire en fait en ayant de la mutualisation entre différents espaces de travail avec les règles de sécurité qui s'imposent d'actifs les plus sensibles. La question de l'autoscaling. Vous avez besoin par exemple d'une requête qui nécessite 200 Go de RAM, vous provisionnez 200 Go de RAM uniquement pendant le temps de la requête. Vous ne provisionnez pas ces 200 Go de RAM en 24/7. Et enfin, le dernier point qui est important, c'est qui consomme quoi. Au sein de votre EDS, vous avez plusieurs équipes de recherche, vous avez plusieurs utilisateurs, vous avez plusieurs acteurs parfois de différentes institutions. Donc la nécessité d'avoir une observabilité FinOps pour expliquer vos coûts, voire derrière, selon votre modèle, les refacturer à vos clients. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'en termes de planning, on est sur quelque chose qui est très contraint. Des fois, nous, on a entendu que le fait de construire un EDS pouvait prendre des années, coûter des millions d'euros. En fait, pas forcément. Vous pouvez tout à fait être sur une approche beaucoup plus optimisée sur ces points-là. Et donc, nous, ce qu'on prévoit en termes de projet, c'est une première phase de cadrage qui dure à peu près un mois. Suivi, en fait, dès qu'on a fini cette phase de cadrage, on peut se lancer dans la phase de conformité. Donc, conformité, c'est le dépôt du dossier CNIL, sur lequel on peut vous accompagner pour demander une autorisation de constitution d'un EDS auprès de la CNIL. Et en termes techniques, on commence en général par la partie stockage et ingestion, qui vous permet de commencer à recevoir la donnée dans votre EDS, c'est-à-dire grosso modo de l'ordre de 2 mois après le début du projet. Et ensuite, on continue avec les espaces de bulles de travail et la mise en opération de l'EDS, la mise en production. Donc ce qu'il faut voir, alors bien sûr, là ça paraît un peu en forme de cascade, mais évidemment c'est une méthodologie agile qui est faite au fur et à mesure entre le client et nos équipes. Donc vraiment, voilà, le point important, c'est de dire effectivement, c'est quelque chose un projet d'EDS, c'est pas quelque chose qui est forcément extrêmement coûteux, c'est pas quelque chose qui est forcément extrêmement long, et ça peut vous permettre de valoriser vos données. Dernier point, mais non des moindres, la question de l'indépendance et de la souveraineté. C'est vrai on a présenté un petit peu l'ECPA Consulting, peut-être vous l'avez deviné, on n'est pas un éditeur de logiciel. On n'est pas là pour vous vendre un logiciel ou vous vendre une licence qui serait de l'EDS qu'on a conçu pour vous. On est là en fait pour construire votre EDS. Donc à la fin de la mission, le DS vous appartient, la propriété intellectuelle vous appartient, on a fait de la prestation pour vous, on peut le maintenir pour vous avec de la tierce maintenance applicative, on peut l'infogérer pour vous, mais ce n'est rien obligatoire. Vous êtes maître en fait du code qu'on vous a livré. Ça veut aussi dire que c'est votre feuille de route, ça veut dire que vous n'avez pas de coût de licence. En fait, c'est vraiment de la prestation de service comme si vous l'aviez fait en interne. En termes de cloud, donc on travaille avec Woodscale, on est partenaire d'Woodscale et donc même si en fait, voilà, nous ce qu'on souhaite faire côté Woodscale, c'est d'avoir un modèle complètement isolé. C'est-à-dire que vous avez votre compte cloud, vous avez également des relations avec Woodscale, c'est une relation tripartite, vous, Woodscale et nous, et donc ça vous permet en fait en termes de réversibilité de pouvoir vous adresser directement à Woodscale et de récupérer votre compte cloud si vous le souhaitez. Pareil, en termes d'isolation, il n'y a aucune mutualisation qui est faite côté LECPAC dans notre infogérance HDS. On a bien des comptes distincts pour l'ensemble de nos clients. Et dernier point, le cloud souverain d'Woodscale nous permet en fait de proposer une infrastructure qui est certifiée SecNumCloud 3.2 et notre EDS est constitué uniquement de briques open source. Donc ce que ça veut dire derrière, c'est qu'en termes d'indépendance technologique, vous ne dépendez pas d'un acteur qui soit américain ou autre, vous ne dépendez pas d'un modèle de licence, du VMware ou autre, et ça vous permet donc d'avoir une indépendance complète une fois que vous avez conçu votre entrepreneur de santé. Merci à vous, on arrive à la fin de cette présentation. Merci à vous.